Cet après-midi, nous avons des regards croisés, comme nous les avons eus il y a quelques instants, avec Frédéric Thiriez et Christophe Chenu. Et maintenant, nous avons un grand témoin, comme nous l'avions tout à l'heure avec Stéphane Nomis. Nous avons avec nous Jacques Rivoal, qui est président du groupement d'intérêt public chargé d'organiser la Coupe du Monde de rugby 2023 en France. Vous êtes quelqu'un d'assez discret. On vous connaît peu, en fait. Qui êtes-vous, Jacques Rivoal ? Bah écoutez, je suis un peu un ovni, moi, dans ce monde du sport, puisque j'ai 40 ans d'expérience professionnelle derrière moi dans l'automobile. En fait, j'ai vendu des voitures pendant 40 ans, chez Renault d'abord et chez Volkswagen ensuite. Donc j'étais patron de Renault en Allemagne et après patron de Volkswagen en France. Et puis j'ai quand même une petite passion pour le rugby. J'ai joué au rugby à un petit niveau. Je suis toujours éducateur dans un petit club de rugby où je transmets ma passion du rugby à des jeunes enfants de 6 ans et 7 ans. À quel moment vous trouvez le temps d'aller éduquer des enfants avec tout le travail que vous avez ? Voilà, c'est vrai que je dois vous avouer que là, ces derniers temps, un peu moins. Et voilà, maintenant, mais je vais reprendre après le 28 octobre. J'espère bien reprendre ça. Donc voilà, donc j'ai une passion pour le rugby qui m'a amené à être appelé en fait au conseil d'administration du GIP, qui était le comité d'organisation, la structure juridique du comité d'organisation. Et puis de fil en aiguille, j'ai été élu président. J'avais été appelé comme personnalité dite qualifiée au titre du monde de l'entreprise et ensuite élu président, un poste un peu statutaire. Et puis les problèmes de gouvernance qui ont été un peu mentionnés tout à l'heure par Geoffroy Roux de Bézieux m'ont amené, c'est toujours le cas, les présidents ça ne sert pas à grand chose. Enfin je ne parle pas de la vie politique, je parle de la vie des entreprises. Les présidents ça ne sert pas à grand chose quand tout va bien, mais quand ça va mal on se souvient qu'il y a un président. Et donc là j'ai été amené depuis un an à mettre un peu les mains dans le cambouis et à devenir effectivement un président plus opérationnel sur la préparation de cette Coupe du Monde. Comme nous sommes appelés il y a quelques jours de cela, moi j'ai bien aimé une expression que vous avez utilisée, c'est-à-dire que vous m'avez dit que vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est le GIP, c'est une entreprise qui va créer du lien, qui va créer... En fait, c'est une machine à créer du bonheur. C'est ce que vous allez faire pendant quelques mois, c'est ça ? Oui, on essaye de réfléchir, comme toute entreprise, sur finalement notre raison d'être, notre mission. C'est quoi la mission de l'entreprise comité d'organisation de la Coupe du Monde de rugby. Et finalement, nous, on a un beau métier, on ne vend pas des voitures ou des cravates, on vend du bonheur, effectivement. Et on est là pour fabriquer des émotions sportives, parce que les grands événements sportifs, on a tous en tête des souvenirs très précis de moments, de gestes, de souvenirs, et qui sont des émotions collectives que seul le sport peut livrer. Et donc, effectivement, on est une entreprise dont la mission est de fabriquer des émotions sportives. Est-ce que le GIP est apaisé aujourd'hui ? Oui, alors c'est vrai que ça a été dit, on a eu des moments un peu compliqués en termes de gouvernance. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, modestement, dans ce témoignage, parce que je suis très, très opérationnel, on est vraiment la tête dans le guidon, puisque l'événement, c'est dans 100 jours, un petit peu moins de 100 jours maintenant. Donc c'est de livrer quelques réflexions ou peut-être quelques pistes. Peut-être que je pense que Madame Buffet, ça pourrait peut-être lui être utile dans le cadre de sa formidable commission qu'elle préside, en particulier sur le management. Parce que moi, j'essaie de comparer le management d'un grand événement sportif avec le management d'une entreprise. Et il y a des choses très particulières, encore une fois. Un comité d'organisation d'un grand événement sportif, c'est une entreprise avec un PNL, on a des dépenses, on a des recettes, on a du personnel, mais avec des particularités très très spécifiques. Parce Alors, juste préciser que donc Madame Buffet, que nous retrouvons d'ici quelques instants, est la présidente de la commission d'éthique qui a été installée donc par le ministère des Sports. Voilà. Et vous trouvez que vous pouvez peut-être lui apporter des solutions, c'est ça, que ça n'a pas valeur d'exemple ? Peut-être pas des solutions, mais en tout cas peut-être modestement des contributions sur le management. Parce que dans l'entreprise, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle la marque employeur, comment rendre la marque de l'entreprise attractive, comment accompagner le développement personnel de nos collaborateurs, comment les former, comment préparer leur étape d'après. Dans le monde du grand événement sportif, ces sujets-là sont un peu du chinois pour nous, parce qu'on est sur un événement qui est temporaire, qui est éphémère. Un grand événement sportif, ça démarre sur une feuille blanche avec 2-3 personnes et ça va finir 6 ou 7 ans après avec une entreprise qui va faire travailler 17 000 personnes. C'est 800 millions de chiffres d'affaires. Et donc ces sujets-là de la marque employeur, ils ne sont pas prioritaires dans une entreprise comme la nôtre. Et donc au contraire, on peut avoir des dérives parce qu'il y a une pression par ailleurs très forte sur la livraison. Le 8 septembre 2023 à 21h15 exactement, la Coupe du Monde, elle démarre. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas décaler au 9 septembre ou au 8 septembre à 21h30, c'est 21h15. Donc ça met une pression sur la livraison qui peut parfois mettre à mal le respect du droit du travail, le respect des salariés, etc. Et c'est peut-être un peu ce qui a pu conduire à nos problèmes de gouvernance qu'on a traités. Et pour moi, finalement, en y réfléchir,
la vraie solution et la bonne solution, c'est ce qu'on a fait depuis, c'est cette charte sociale. On a fait une très belle charte sociale qui reprend en fil rouge en fait les valeurs du rugby. Et comment peut-on traduire ces valeurs du rugby qui sont le respect, le collectif, l'engagement, la transmission. Voilà, comment on peut illustrer ça par finalement la manière de travailler avec ses collaborateurs en les respectant, en les valorisant, etc. Et donc sur le plan du management, je trouve que le parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde de l'événement sportif est très intéressant. Je pense que l'événement sportif a beaucoup effectivement à apprendre du monde de l'entreprise sur ce plan-là. Vous voulez dire qu'effectivement, le temps contracté de l'organisation d'un événement sur quelques mois, moi j'ai le souvenir d'avoir travaillé sur les championnats du monde d'athlétisme 2003, où on a eu 6 mois très intenses, fait que les gens qui sont à la tête de cette entreprise, justement, font fi de l'humain et sont un peu dans des considérations qui font qu'ils vont vraiment presser pour parvenir à la fameuse livraison. Oui, il peut y avoir effectivement des dérives, et c'est là où effectivement il faut des régulateurs, des contre-pouvoirs. Un autre sujet, c'est sur les sujets de probité. Et là, c'est aussi modestement une réflexion, mais moi, ce qui me frappe, c'est que par rapport à l'entreprise, dans l'entreprise, il n'y a par définition que des professionnels, des salariés de l'entreprise. Le monde du sport, il vit fondamentalement de bénévoles. Et encore une fois, moi qui suis éducateur, donc bénévole dans un petit club, je sais ce que c'est. Le bénévole, c'est la personne qui consacre son temps pour le samedi après-midi, le dimanche matin, aller avec des enfants sur un terrain, gérer la relation avec les parents, les mères de famille, les pères de famille qui vous engueulent parce qu'ils n'ont pas reçu la convocation au bon moment. Voilà, donc c'est des bénévoles qui sont dévoués, corps et âme, à leur passion. Mais qui dit bénévole dit, bien sûr, pas toujours compétences, expérience, professionnalisme, formation, qui sont des choses qu'on connaît dans le monde de l'entreprise. Et le monde du rugby en particulier, c'est un monde dans lequel le professionnalisme est arrivé assez récemment. Le professionnalisme dans le rugby, c'est 95. Et avant, la culture du monde du rugby, c'était plutôt des mécènes, c'était plutôt une forme de solidarité. Moi, j'ai connu ce monde-là il y a 30 ou 40 ans, où c'était le maire qui trouvait un boulot aux joueurs de rugby, c'était le sponsor qui trouvait un boulot aux joueurs de rugby. Voilà, c'était cette forme de solidarité, de mécénat, qui aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, rentre parfois un peu en conflit avec les sujets de probité, d'intégrité, de conflit d'intérêts, de délit de favoritisme, voilà. Tous ces sujets-là, et donc qui amènent à vraiment réfléchir sur ces sujets-là. Par exemple, un autre sujet pour moi qui interpelle, c'est le salariat des dirigeants. En tant que président d'un groupement d'intérêt public, je suis bénévole. Moi, je fais ça bénévolement. Le président de la Fédération française de rugby, il est bénévole. Bon, c'est des sujets qui interpellent. Est-ce que c'est pertinent qu'on ne rémunère pas des niveaux de responsabilité qui sont ceux-là. Est-ce que vous liez les deux questions, la probité et peut-être le bénévolat ou le manque de rémunération? Est-ce que vous liez les deux sujets? Oui, voilà, c'est des réflexions. Comment maintenir cet engagement des bénévoles qui est nécessaire au fait que le sport fonctionne, avec néanmoins une nécessité de professionnaliser, de compétences, de formation. Moi, je suis frappé de voir qu'il n'y a pas beaucoup de formation dans le monde du sport. Contrairement à l'entreprise, on accompagne nos gens, on les forme énormément, et je pense qu'on aurait tout à gagner à accompagner beaucoup en formant nos bénévoles. Même les bénévoles, les former? Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est pas facile, mais il faut réfléchir à ça. Alors, les éducateurs sont formés. Dans le rugby, il y a des formations d'entraîneurs, d'éducateurs, des diplômes, etc. Donc là, des choses. Mais sur les métiers administratifs, ça me semble quand même aujourd'hui très, très perfectible encore. Vous savez, nous sommes dans un monde notamment dans le sport, qui cultive une certaine nostalgie. Ce que vous réclamez quand même, c'est-à-dire de sortir de ce système-là que nous connaissons aujourd'hui pour rémunérer peut-être les responsables, pour plus marquer leurs responsabilités, ce que vous voulez, c'est-à-dire rémunérer les gens pour plus marquer leurs responsabilités, pour qu'ils soient identifiés, pour qu'ils soient responsables tout simplement et qu'ils soient comptables. Peut-être c'est un sujet. Il y a un autre sujet moi, qui m'interpelle, c'est plus les sujets de gouvernance au sens large, c'est quand même la responsabilité des patrons. Et là, moi, j'ai quelques réflexions. C'est par exemple, effectivement, le recrutement des dirigeants de grands événements sportifs. C'est un process qui est nullement formalisé. Si je compare à ce qu'on connaît dans le monde de l'entreprise, quand on recrute un patron de grosse entreprise, on a un comité des nominations, on fait appel à un chasseur de tête, on reçoit plusieurs personnes, on analyse l'historique, le passé des gens, leurs dossiers. Voilà, c'est un process très formalisé. Dans le monde du sport,
enfin dans le monde du grand événement sportif, c'est assez complètement informel et ça peut amener à, malheureusement, et c'est aussi un peu ce qu'on a vécu, ça peut amener à des dérives. Donc là aussi sur ces sujets-là, on aurait intérêt à s'inspirer d'un certain nombre du process dans l'entreprise. Et moi j'ai été frappé dans mon expérience professionnelle par nos amis allemands. Alors les Allemands, on est entre nous, mais le monde de l'entreprise allemand, il a plein de défauts. Mais moi, j'ai passé 10 ans en Allemagne, en gros, et 10 ans en France, dans une entreprise allemande. Donc la moitié de ma carrière, je l'ai pratiquée dans le monde germanique. Et ce qui me frappe dans la culture germanique, c'est ce principe du consensus, de la collégialité. Et ça, je pense qu'on a tout à gagner. D'ailleurs, après les problèmes de gouvernance qu'on a connus au niveau du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby, moi j'ai proposé, et c'est ce qu'on a mis en place maintenant depuis 1 an, j'ai proposé d'avoir une gouvernance collégiale. Maintenant on pilote le projet à 3. Moi je suis président, enfin opérationnel, donc à plein temps, plus qu'à plein temps. J'ai un directeur général exécutif et une directrice générale adjointe. Et en fait, on se partage la responsabilité de la pilotage du projet à 3, en se répartissant les pouvoirs. Moi je suis plutôt sur les sujets de communication. Peut-être une question aussi que vous posiez, pourquoi finalement ça se passe pas trop mal, c'est parce que je suis à plein temps sur ce sujet-là, donc c'est un vrai métier. Voilà, et donc je trouve que la collégialité me semble être une voie de progrès fondamentale, quoi, dans l'entreprise comme dans le monde du sport, parce que tout simplement on est plus intelligent à plusieurs, et que pour éviter les dérives, tant en management qu'en probité, je pense que quand vous êtes 3 à piloter quelque chose, automatiquement, s'il pouvait y avoir une dérive quelque part, vous avez 2 autres paires d'yeux qui sont là pour contrôler, et quelque part, c'est du basique, mais ça permet quand même d'être plus serein pour la gouvernance. Revenons au process de recrutement de dirigeants de grands événements sportifs. Ce que vous évoquez, moi je le connais, c'est-à-dire qu'il y a des process tout à fait classiques pour recruter ce genre de dirigeants, mais ce que vous reprochez peut-être, c'est le manque de transparence, des passe-droits parfois. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus justement des process de recrutement. Oui, alors c'est aussi lié au fait que, mais c'est l'avis d'un grand événement sportif, ça démarre par un dossier de candidature où vous êtes plutôt en logique commando, quoi. En particulier dans le rugby, c'était le cas. Il y a un président de la Fédération française de rugby de l'époque qui a dit un jour « Je renverse la table, on va aller chercher la Coupe du Monde », alors que le dossier n'était pas du tout avancé. Et voilà, il a eu cet enthousiasme pour engager une équipe derrière lui, et ils sont allés chercher cette Coupe du Monde. Donc on était vraiment dans une logique commando, alors qu'on avait 3 ans de retard sur l'Afrique du Sud et l'Irlande, et ce commando a permis d'emporter la bagarre. Bon, voilà. Et donc naturellement, spontanément, c'est cette même équipe qui a ensuite pris la responsabilité du projet. Et moi, la question que je pose, c'est finalement, au-delà du process de transparence sur la sélection des gens, c'est aussi sur le choix des profils. Est-ce que les profils qui sont utiles pour remporter un dossier de candidature sont automatiquement les mêmes qui sont, quelques années après, les profils dont qu'il faut pour piloter un événement qui est d'une complexité. Moi, avec mes yeux, encore une fois, de chef d'entreprise, je trouve que piloter un grand événement sportif, c'est beaucoup plus complexe que piloter une entreprise, parce que les parties prenantes sont beaucoup plus nombreuses. Dans une entreprise, vous avez vos clients, vos actionnaires, en gros, je simplifie, hein, mais dans un grand événement sportif, vous avez 2 actionnaires principaux qui sont d'un côté l'État, de l'autre côté une fédération française de rugby. Donc vous imaginez le mode de fonctionnement, la culture, les process de décision qui sont quand même assez antinomiques. Vous avez au-dessus une fédération internationale, World Rugby, qui est propriétaire de l'événement, anglo-saxonne. Et puis après, vous avez toutes les parties prenantes que sont les sponsors, bon là c'est des chefs d'entreprise, et les collectivités territoriales. Et là, vous avez tous les profils de maires, de députés, de présidents de région, qui sont tous sur des logiques de fonctionnement très très particulières. Et donc la responsabilité du comité, c'est d'arriver à faire travailler tout ce monde-là ensemble pour que tout le monde avance dans le même sens. Donc ça demande, en termes de management, de pilotage, un niveau de sophistication. Enfin, on ne va pas jeter des fleurs à notre comité d'aujourd'hui, là, à notre gouvernance, mais qui sont assez complexes. Donc il faut moins d'endogamie. Comment ? Il faut moins d'endogamie. Oui, peut-être. Il faut en tout cas peut-être un peu de sang neuf, effectivement, dans ces organisations. Un peu de sang neuf. Qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion ? Parce que vous êtes à la tête d'un superbe événement. Dans quelques semaines, on va se régaler, je l'espère en tout cas. Avant que vous répondiez à la question de Frédéric et de Christophe, qu'est-ce que vous voulez dire en conclusion de notre échange ? Non, je n'ai même pas eu le temps de vous en parler, mais avant tout, on a parlé de choses un petit peu ingrates, mais avant tout, nous, là, ce que je voudrais vous dire, c'est que je vous invite à venir nous rejoindre pour participer à cette grande fête populaire, parce qu'une Coupe du monde de rugby, ça va être une énorme fête populaire,
autour des valeurs du rugby, qui sont des valeurs positives. Le rugby, c'est du lien social. Le rugby, c'est la fraternité, c'est des rencontres entre des gens. Et dans un contexte qu'on connaît tous, d'actualité un peu chargé, sur un plan politique intérieur et international, etc., on va vous proposer à partir du 8 septembre une trêve. Voilà, une grande trêve où tout le monde va se retrouver, on va faire la fête pendant 2 mois, donc venez participer à ce bel événement. On en a besoin. Et on en a besoin. Alors maintenant, il faut que vous répondiez à la question de Christophe et Frédéric. Est-ce qu'on va gagner? Et Frédéric a dit, il faut que absolument vous nous disiez oui. Est-ce qu'on va gagner? Là, je vais vous faire une réponse tout à fait politiquement correcte. En tant que responsable du comité d'organisation, j'ai un devoir d'équité et de neutralité vis-à-vis des 20 équipes. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Non, parce que si vous êtes un jour face à un jour de l'équipe de France, vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas possible. J'ajouterais que néanmoins, en tant que citoyen français, ancien joueur de rugby et toujours éducateur, j'ai une petite faiblesse pour une petite équipe, mais encore une fois, cela, je ne peux pas le citer. Ah oui, c'est un coq, je crois, qu'il a sur le cœur. Peut-être, cette formation, je crois qu'elle a un coq sur le cœur. D'ici quelques instants, nous allons recevoir Marie-Georges Buffet, donc ancienne ministre des Sports, et Dominique Carlac, qui est vice-présidente du MEDEF. Est-ce que vous avez une question, peut-être pour, Madame Buffet, moi je trouve votre mission parfaite. Je trouve que vous avez une feuille de route exceptionnelle. Je trouve qu'il y a un besoin énorme sur les 3 grands thèmes là, de votre mission. Et moi, j'attends vraiment beaucoup... avec beaucoup d'impatience le fruit de vos travaux. Si modestement, on peut vous apporter quelques retours d'expérience, bien volontiers qu'on puisse échanger sur ce sujet. Donc pas de questions en particulier, c'est juste un témoignage. Non, j'espère que vous allez nous dévoiler déjà quelques premières pistes. Peut-être, nous le saurons d'ici quelques instants. Merci Jacques Rivoal, donc, qui est le président du GIP World Rugby 2023, qui se disputera donc en France, une compétition sur 2 mois. C'est une longue compétition, mais on va se régaler. C'est long, ouais. C'est long, mais on va se régaler. Pour faire la fête. Très bien. Merci à vous.